Merci à tous ceux qui sont présents ce soir pour ce nouveau webinaire. Comme chaque année, on a toujours un thème concernant les aspects psychiatriques. Donc c'est toujours un plaisir parce qu'on a beaucoup d'inscrits pour ces thèmes de webinaire. Donc on va se présenter. Moi, je vais commencer par moi. C'est pour ceux qui ont déjà suivi nos webinaires. Vous savez, donc je suis Marie-Christine Moll, donc la responsable scientifique du site de la prévention médicale. Et donc je suis médecin et je m'occupe de gestion de risque depuis très longtemps. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Bonneau qui va se présenter pour nous parler de l'autisme. Bien, bonjour, merci beaucoup Marie-Christine pour cette invitation et cette proposition. C'est toujours intéressant de parler des troubles du spectre de l'autisme, qui sont des pathologies quand même très fréquentes, et puis surtout dont on parle beaucoup. Alors moi, je suis donc Olivier Bonneau, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nantes, enfin à l'Université de Nantes, chef de service au CHU de Nantes. Je suis également coordonnateur médical, comme on dit, du Centre ressources autisme des Pays de la Loire. Et donc, je m'intéresse beaucoup à la question de l'autisme et en général à la question des troubles du neurodéveloppement. Donc, voilà, on va essayer pendant l'heure qui vient de vous donner quelques idées claires, c'est un peu comme ça qu'on a décidé de l'appeler, sur cette question qui à la fois n'est pas si compliquée que ça, mais a longtemps été cantonnée à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et très peu enseignée en faculté de médecine. Donc, un grand nombre de gens, de médecins par exemple, ne connaissent pas très bien. Et puis, dans la population générale, on va dire, les gens qui ne sont pas médecins, énormément de gens également connaissent assez peu ce qu'on en parle. Alors, on en parle de plus en plus ces dernières années, mais on a parfois un peu des informations contradictoires. Et voilà, l'idée, c'est de tout pouvoir un peu. Alors, une heure, c'est pas beaucoup de temps, hein, mais de pouvoir clarifier au maximum. Ok. Donc, on va commencer comme toujours par un peu de mise en contexte, hein. On va parler un peu d'histoire, du contexte, la classification un petit peu peut-être des troubles, et puis après, peut-être vous nous donnerez une définition qu'on voit bien enfin, finalement ce que ces troubles du spectre de l'autisme là recouvrent finalement. Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très important d'avoir une perspective sur ces questions, parce que tout ça, c'est pas appelé exactement tout le temps de la même chose. Alors, la psychiatrie en discipline assez jeune, elle a peut-être 150 ans, et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en particulier est une discipline très très jeune, elle date dans l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale. Elle date de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une époque, la société, enfin, les évolutions de la société sont importantes pour nous, hein, et un certain nombre de femmes se sont mises à pouvoir faire fort heureusement des études. Certaines d'entre elles ont fait des études de médecine et elles se sont beaucoup intéressées à l'enfant. Et il se trouve qu'au moment de la guerre, elles ont participé à l'effort de guerre, à la façon qu'elles ont pu, et puis elles ont été, pour un certain nombre d'entre elles, et notamment les filles ou les collègues des psychanalystes de l'époque, parce que la psychiatrie à l'époque était très psychanalytique, ou des neuropsychiatres de l'époque, se sont retrouvées en fait dans les orphelinats à s'occuper des enfants. Et puisqu'elles s'occupaient des enfants, elles se sont aperçues, alors il y avait évidemment orphelins et puis peu de gens pour s'en occuper. Alors quand même, en Occident en tout cas, on a essayé de les nourrir convenablement, de les changer, et voilà, mais on avait peu de temps pour interagir avec eux. Et on s'est aperçu d'une chose assez extraordinaire, c'est que quand on n'interagissait pas beaucoup avec eux, eh ben, ils se développaient pas bien. Une théorie sur les interactions et sur l'intérêt, l'importance des interactions s'est développée à partir de ça. On s'est dit, bah, si on ne rencontre pas un être qui pense, alors on ne peut pas se mettre à penser. Et on a commencé à observer des troubles, des difficultés, des anomalies dans le développement des enfants. Alors à l'époque, disons-le tout de suite, hein, on s'est un peu trompé. On a pensé qu'il fallait nécessairement l'environnement soit défaillant pour que des troubles apparaissent. Puis après, progressivement, vous le verrez, on a fini par abandonner cette idée. Mais elle a eu la vie un peu dure. Et c'est ce qui a fait peut-être un petit peu de tort à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui a longtemps été considérée comme une spécialité où les gens culpabilisaient les parents, alors qu'en fait, ça a pu être le cas. Mais bien sûr, c'est totalement fini, en particulier question d'autisme et de troubles du neurodéveloppement. Alors, adulte, elle s'était globalement à peu près stabilisée à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, avec la notion de schizophrénie et puis de ce qu'on appelait les psychoses maniaco-dépressives.
on avait comme ça des gens qui avaient des pathologies mentales, qu'on appelait des fous, nécessairement aussi péjoratifs qu'aujourd'hui. Et on les avait classés entre, d'un côté, les schizophrènes, ceux qui déliraient, qui avaient des hallucinations, et puis les psychoses maniaco-dépressives, qui étaient connus là, depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. On appelait ça à l'époque la maladie de la bile blanche et de la bile noire. C'est ces gens, vous savez, qui sont très excités, très déprimés à un autre moment. La psychiatrie de l'enfant, par contre, à la même époque, et c'est la flèche rouge que vous voyez en bas, elle était restée bloquée un peu d'une certaine façon, donc elle n'existait pas encore totalement, sur des notions des siècles précédents, où au fond on considérait qu'il n'était pas possible pour un enfant d'avoir une pathologie mentale, on disait que ce n'était pas possible pour un enfant d'être fou, et donc s'il ne fonctionnait pas bien, il était nécessairement idiot. À cette époque que sont apparus tous ces termes, idiot, imbécile, même débile, qui étaient là pas autant péjoratifs, même si ce n'était pas de toute façon très, très positif. En 1943 uniquement, donc il y a moins de 100 ans quand même, hein, Léo Kanner, qui était psychiatre en Autriche, vous imaginez, c'était pendant la guerre, a décrit des enfants qui aujourd'hui sont qualifiés d'autistes et qu'il a appelé autistes. Et donc lui, il a fait émerger ce terme qui existait un peu déjà dans la psychiatrie, en tout cas autour de la schizophrénie et comme une forme particulière, enfin un symptôme de schizophrénie, mais le sujet n'est pas là. Il a réextirpé ce terme et il a appelé ça une maladie, l'autisme. Et alors, du coup, il a distingué dans le grand paquet des gens qui étaient donc des idiots, ensuite appelés retard mental, puis après appelés déficient intellectuel, puis maintenant appelés trouble du développement intellectuel, TDI. Il a extirpé de ce grand paquet un certain nombre de gens qui présentaient ce qu'il a identifié comme une pathologie qu'on va décrire tout de suite, et qu'il a voulu appeler autisme. Alors évidemment, en 1943, au milieu de la guerre et en Autriche, il n'y avait pas Internet et toutes ces informations, et bien sûr, l'information ne s'est pas diffusée extrêmement vite. Il a fallu attendre 1952 pour que dans les classifications apparaisse un terme un peu hybride qu'on a appelé psychose infantile, parce que psychose, c'était le seul mot qu'on avait à notre disposition de chez l'adulte. Psychose infantile, donc pathologie de l'enfant, psychotique parce qu'on n'avait que ça comme terme, à comportement autistique. Puis ensuite, on a appelé ça schizophrénie infantile à comportement autistique en 1968. Vous voyez, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis né personnellement en 1968. Et puis ensuite est apparu uniquement dans les années 80 avec la classification 3 des maladies mentales, le DSM-3, la question des troubles envahissants du développement, qui était une grande catégorie qui incluait, entre autres, infantile, qui s'appelait à l'époque comme ça, uniquement autisme infantile. Puis il y avait d'autres choses, il y avait des formes atypiques, il y avait le syndrome de Rett, et puis il y avait une grande catégorie qui est d'ailleurs était de plus en plus grande au bout d'un certain temps, qui s'appelait les troubles envahissants du développement non spécifiés. Dans le même temps, chez l'adulte, c'est le moment où la psychose maniaco-dépressive s'est transformée en trouble. Ah non, c'est un peu plus tard, excusez-moi. Le trouble bipolaire n'est apparu qu'en 1984, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. 1994, il n'y a pas eu beaucoup de changements en psychiatrie adulte pendant toutes ces années. Et puis, en 2003, donc très récemment, il y a maintenant 8 ans seulement, nouvelle forme de classification qu'on a appelée les troubles du neurodéveloppement, les TND. Ces troubles du neurodéveloppement incluent les troubles du spectre autistique, tout s'appelle trouble maintenant chez nous, dans l'idée, quand on appelle trouble, dans l'idée que, au fond, les formes sont extrêmement hétérogènes, parce que entre deux individus qui présentent un trouble, vous allez avoir des formes cliniques qui sont extrêmement différentes. Et donc est apparue cette grande catégorie des troubles du neurodéveloppement, qui, elle, regroupe, au-delà de la simple question des troubles du spectre de l'autisme, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelait dans le temps l'hyperactivité, les troubles des apprentissages, et en particulier les troubles du langage, mais également les troubles de la coordination, donc les fameuses dyslexies, éventuellement dysphasie pour les troubles du langage, et puis les dyspraxies pour les troubles de la coordination, et puis également la déficience intellectuelle. Bon, on a rajouté également les tics, ce qui est un peu plus délicat à comprendre comme ça.
troubles du neurodéveloppement sont donc devenus une immense catégorie, avec quand même des prévalences qui sont extrêmement importantes, puisqu'on a, et c'est la diapo suivante, les troubles du défi, les TDAH, donc les anciens hyperactifs, sont pas loin d'être 4 à 5% de la population générale, on parle de la population générale, et y compris chez l'adulte, hein, parce que c'est aussi une pathologie de l'adulte. Les dyspraxies, on considère que c'est parfois supérieur à 5%, c'est les troubles des praxies, donc des mouvements complexes. Mais un mouvement complexe, c'est ouvrir une canette de Coca-Cola, se la mettre à la bouche et être capable de boire, c'est-à-dire de déglutir en même temps que le liquide descend. Ça, c'est une praxie. Et donc, évidemment, c'est aussi écrire. Et donc, on a une forme particulière de dysgraphie. Enfin, ceux qui ont soit des élèves, soit qui ont des enfants connaissent parfois ce genre de troubles, parce que c'est quand même assez fréquent. Les troubles du déficit intellectuel qui représentent 2% de la population, j'allais dire par définition, hein, puisqu'en fait on répartit le quotient intellectuel sur une courbe de Gauss, donc tous ceux qui représentent naturellement 2%, c'est comme ça que c'est conçu, si on peut dire. Les troubles spécifiques des apprentissages, alors si on regroupe l'ensemble, c'est-à-dire à la fois les troubles du calcul, dyscalculie, les dyslexies et dysphasie, on a jusqu'à 5% des enfants. Vous voyez un peu les prévalences qui peuvent être énormes de ces troubles. Et le tic et syndrome de Gilles de la Tourette ne représentant dans leur cas que 0,3, voire après pour les prévalences de l'autisme qui sont autour de 1, 1,5%. Donc, évidemment, c'est très important, mais ces troubles, ce n'est pas une addition, parce que si vous regardez ça, vous avez pratiquement 20% de la population qui se retrouve à avoir un trouble du neurodéveloppement. Ce n'est pas le cas. En réalité, certains patients peuvent avoir en même temps. Et c'est même en fait la règle. Ce qui fait que, par exemple, vous voyez sur la diapo suivante que quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme peut avoir globalement d'autres troubles du neurodéveloppement, ce qu'on appelle parfois des comorbidités, disons en tout cas des troubles associés, montrant d'ailleurs qu'il y a une certaine homogénéité. Tout ça, c'est des troubles du développement et du développement en particulier neurologique, bien qu'il y ait d'autres aspects du développement, le développement affectif, le développement biologique, qui ne sont pas tous liés directement au neurodéveloppement. Et donc, cette grande catégorie des troubles du développement a quand même changé la façon perçoit maintenant les troubles du spectre de l'autisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autisme? Vous pouvez nous préciser un petit peu ce que c'est que le DSM-5? Le DSM-5, c'est la classification américaine des troubles mentaux. Comme toujours, hein, les pédopsychiatres, par exemple, sont américains dans le monde. Et à mon avis, 20% des psychiatres. Donc, c'est quand même toujours un pays qui a une forte influence sur la façon dont on regarde les maladies mentales. Et puis, ils ont eu très tôt besoin de classification parce que, vous savez, ils ont un système de soins qui est particulier, qui est essentiellement privé. Et pour que les gens soient remboursés, il faut qu'ils aient un diagnostic. Alors, on aurait pu faire un peu comme chez nous, faire des diagnostics au doigt mouillé, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça peut marcher, puisqu'il y a quand même des affaires d'argent. Et il leur fallait donc des critères. Et donc, c'est vrai que ça les a encouragés très rapidement à développer des classifications montrant, enfin, donnant des critères. On les appelle catégoriels, c'est-à-dire au fond, on estime qu'une personne doit avoir un certain nombre de signes cliniques pour pouvoir justifier d'avoir le diagnostic et puis évidemment, secondairement, justifier d'avoir éventuellement une prise en charge et un remboursement par son système d'influence dans la jungle des systèmes, des systèmes de remboursement, dans la jungle des systèmes de remboursement américains. On Alors, va essayer de comprendre un petit peu finalement qu'est-ce que ça recouvre finalement cet autisme, quels sont les signes un petit peu, comment on les reconnaît. alors justement, voilà, qu'est-ce que c'est que l'autisme? C'est avant tout, pour se le figurer de manière un peu simple, c'est avant tout une pathologie, un trouble lié à un déficit dans ce qu'on appelle l'appétence au contact, c'est-à-dire l'appétit du contact. Très naturellement, et probablement d'ailleurs dans un système d'évolution un peu darwiniste, hein, l'être humain a à être en contact avec un autre être humain. Il engage la relation. Il a un contact. Alors, chez l'enfant, on appelle ça la curiosité infantile. Chez l'adulte, on appelle ça, je ne sais pas moi, le fait d'être sympa et d'être avenant.
Mais en tout cas, on a besoin comme ça d'avoir du contact. Alors, ce n'est pas illogique, hein, puisqu'il faut avoir du contact pour pouvoir développer son esprit. Hein. Quand on n'est pas capable, on n'a pas de conscience de soi-même, on n'a pas conscience des autres, tout ça. Donc, c'est dans l'interaction que les choses vont se monter. Donc, d'abord et avant tout, quelqu'un qui a des difficultés, enfin, qui a un manque d'appétit du contact. Alors, c'est jamais zéro, il n'a pas zéro appétit au contact, mais il en a moins que les autres. Et puis, il a une autre caractéristique, c'est qu'il a un trouble de ce qu'on appelle aujourd'hui plus facilement l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est pas la sympathie. Être sympathique, c'est être gentil. J'espère l'être là ce soir, mais en tout cas, c'est faire un peu attention à l'autre, être sympathique, quoi, comme ça, et que on dise, voilà, faire des choses un peu gentilles. L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent aussi. Ce qui fait que, par exemple, si quelqu'un se fait mal, et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été découvert par des expériences en imagerie cérébrale qui ont été faites par Jean de Séty, qui était un Grenoblois qui a immigré à Chicago. Il avait fait de l'imagerie cérébrale. Il s'était aperçu que quand quelqu'un avait une douleur importante et qu'il était regardé par quelqu'un qui, lui, n'avait pas de douleur, vous savez, on ressent un peu la douleur, on a mal pour lui. Vous voyez ce que c'est? Et bien, en fait, il y a une sorte de transmission comme ça, à la fois de l'émotion. Mon Dieu, ça fait mal, c'est terrible. Donc la personne est effrayée parce qu'elle a mal, et l'autre est effrayée parce que l'autre a mal. Et en processus cognitif, c'est-à-dire au fond du mode de pensée, de ce qu'elle pense à ce moment-là, de ce qu'elle imagine à ce moment-là, qui se transmet d'un sujet à l'autre. Alors pour percevoir bien ce que sont ces deux types d'empathie, qu'est l'empathie cognitive et l'empathie affective, la dame qui a un peu découvert ça dans l'autisme, qui s'appelle Uta Frith, comme elle est britannique, elle aime beaucoup James Bond. Et, le dernier James Bond est sorti très récemment. Et comme elle aime beaucoup James Bond, elle nous explique que James Bond, par exemple, il a une très bonne capacité d'empathie cognitive. C'est-à-dire que manifestement, et ceux qui aiment James Bond savent bien, dans à peu près la moitié de James Bond, à un moment donné ou à un autre, se retrouve dans un casino à jouer au poker ou à jouer je ne sais quoi. Et il dit toujours un peu finement qu'on ne joue pas les cartes qu'on a, mais on joue la personne qu'on a en face de soi. Et donc, il dire, décrypter en tout cas ce qu'il imagine que l'autre pense. Et il n'est pas mauvais, parce que souvent il gagne, y compris avec l'argent. Donc, vous voyez, il est tendu comme garçon. Par contre, une fois la partie finie, il n'hésitera pas à éventuellement tuer son adversaire sans avoir, alors peut-être sauf dans le dernier, sans faire de spoiler, sans avoir d'aspect émotionnel qui l'envahit entièrement. C'est-à-dire qu'il aura une empathie cognitive de qualité, et par contre, il n'a pas d'empathie émotionnelle. Ce qui fait de lui un psychopathe, d'une certaine façon. Pas d'une certaine façon, d'ailleurs. C'est exactement ça. L'individu qui a un trouble du spectre de l'autisme, il est en empathie cognitive comme un déficit en empathie émotionnelle. Mais quelquefois, il y a peut-être enfin, disons, un score plus ou moins important des deux. C'est-à-dire qu'il y a des autistes, est-ce qu'il y a des autistes qui ont plus d'empathie cognitive ou moins d'empathie En émotionnelle? C'est règle aussi générale, non. En règle générale, c'est assez. C'est comme un truc de DJ, là. On diminue le son un peu dans les deux, dans des proportions équivalentes. Alors, évidemment, quand il y a un trouble de l'empathie et un trouble de l'appétence au contact, on comprend bien que les signes qui sont des critères A, la réaction sociale et émotionnelle, la communication sociale non verbale et les relations réciproques sont tous les trois perturbés. Parce que je ne peux pas m'ajuster à vous. Là, par exemple, je ne vous vois pas. Alors forcément, comme je ne vois pas l'auditoire, je ne peux pas m'ajuster. C'est un des... C'est qu'effectivement, je n'ai aucun moyen de ressentir quoi que ce soit de ce que vous pensez. Je ne sais pas si vous vous ennuyez, si vous êtes captivé par ce que je dis ou si vous avez l'air de ne pas comprendre. Et donc, je ne peux pas m'ajuster à vous. Et donc, vous avez en fond une diffusion comme ça qui n'est pas ajustée à vous. C'est ce qui fait également que vous trouvez ça un peu moins bien que si j'étais présent. Vous voyez, ce n'est pas simplement parce que vous me voyez moins bien, que je suis plus petit sur l'écran. C'est parce qu'il n'y a pas cet ajustement entre nous. Réciprocité sociale émotionnelle, communication sociale non verbale et relations réciproques. Évidemment, ces critères A, on va les revoir un peu mieux tout à l'heure, hein, sont associés à des critères, on va dire B, hein, donc il faut en avoir au moins 2, et là il y en a 4. Et alors, cela, c'est un peu, parce que c'est dans l'imaginaire un peu collectif, il y a, on va prendre par le dernier, les intérêts restreints et intenses.
Alors, quand les intérêts restreints, c'est s'intéresser très spécifiquement à quelque chose. Alors, tout le monde n'est pas comme Rainman. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse très spécifiquement aux horaires, euh, d'ailleurs plus qu'aux horaires, au pourcentage d'avions qui s'écrasent parmi toutes les compagnies aériennes, que nécessairement on connaît tous les chiffres. Il y a effectivement quelques individus qui ont un trouble du spectre de l'autisme qui ont des compétences exceptionnelles, mais la plupart du temps, ils ont des intérêts restreints sans avoir des compétences exceptionnelles. Ils ont également, sur un plan sensoriel, on va dire le plus souvent au bruit, hein, quand il y a beaucoup de bruit, ils sursautent par exemple, quand on les touche, ils n'aiment pas du tout. Ça, c'est ceux qui sont en quelque sorte hypersensibles, vous voyez, qui ont une sensorialité ultra développée. Vous en avez par contre qui ont un profil un peu hyposensoriel, c'est-à-dire que là, vous les touchez, vous leur hurlez dessus, ils n'ont pas l'air de bouger, ils sont complètement en dehors. Donc il y a des profils un peu différents qui peuvent se mettre en place. Vous avez également un point qui était très important pour Léo Kanner, qui était donc le découvreur de la question de l'autisme, c'est la question de l'adhésion aux routines et aux rituels. Parfois, on appelle ça même l'intolérance, c'est-à-dire le fait qu'il est très important que les choses se passent tout le temps de la même façon et s'organisent exactement de la même façon. Un peu comme si tous les jours à 8 heures, je mangeais, et là, il était de faire la présentation parce que c'était 8 heures et parce qu'à 8 heures, je mange. Et que je ne peux pas parce que ça me perturbe. Vous allez me dire, il y a plein de gens qui sont comme ça. Oui, mais ils n'ont pas tout le reste des critères. Mais en tout cas, il y a cet élément-là. Les autistes peuvent être dans une proportion non négligeable, extrêmement perturbés. Si par exemple, vous les recevez très régulièrement dans votre bureau et que vous changez quelque chose dans vous changez de canapé, en canapé encore, j'imagine, mais vous changez simplement un petit cadre de place, ça peut les perturber et puis au fond parasiter toute la séance. Et évidemment, ça a un impact particulier dans les aspects de prise en charge. Et changer d'institution, eh ben, il faut évidemment en permanence essayer de faire quelque chose, enfin, préparer les choses, les préparer. Ça a un impact pendant les consultations. Un autiste, une personne avec autisme ne peut évidemment pas aller chez le dentiste comme ça. Il faut préparer, lui expliquer, faire le dentiste, lui faire ouvrir la bouche, jouer un peu avec des instruments dans sa bouche pour qu'il s'habitue progressivement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle également euh, les répétitions, ça, à la fois de son propre corps, enfin de gestuels, qui peuvent être à la fois des mouvements et du langage, ou d'usage des objets qu'on appelle souvent les stéréotypies. C'est le classique balancement du patient qui va se balancer comme ça de manière permanente. Mais c'est aussi mélangé avec les aspects sensoriels. Vous savez, ces gens qui, je ne sais pas si vous me voyez en fait à l'écran, mais ces gens qui prennent leurs doigts comme ça, qui regardent la lumière, et puis qui bougent un peu et qui se font une sensation particulière. Alors, de manière répétitive, ils ont un mouvement répétitif, donc ils ont une stéréotypie, et qui est également lié à un aspect sensoriel parce qu'ils veulent avoir cette espèce de scintillement de l'image, comme ça, un peu de manière. Bon, voilà, des mouvements un peu répétitifs sont assez peu de nature à améliorer les critères de rang A que sont les relations interpersonnelles et la réciprocité sociale. Alors évidemment, sont associés à ces signes sur cette diapositive. Ça fait moins joli quand c'est pas animé comme ça, parce que vous avez tout d'un bloc. Mais des difficultés sur le plan du développement intellectuel, qui sont à la fois liées aux aspects neurodéveloppementaux associés aux troubles du spectre de l'autisme. En gros, il y a très souvent un trouble du développement intellectuel, mais en même temps, ils sont aussi un peu induits par la sémiologie. C'est-à-dire, ils sont un peu induits par le cœur des symptômes, que sont, puisque j'ai peu d'interaction avec les gens, hein, et que par ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'empathie, ben forcément, mes relations étant mon cerveau, totalement non plus. C'est également pour ça qu'il y a un trouble du langage, parce que si on ne rencontre pas quelqu'un qui parle, on ne se met pas à parler. Donc du coup, comme la rencontre ne se fait pas de bonne qualité, il y a également un trouble du langage. Alors bon, une composante particulière, la pragmatique du langage est altérée, mais ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Et puis évidemment, le fait d'avoir un trouble du spectre de l'autisme ne vous vaccine contre l'anxiété, contre un TDAH associé, on l'a vu tout à l'heure. Et bien sûr, il y a une association assez multiple avec un certain nombre de pathologies organiques, mais ça, on y reviendra. Alors, peut-être, pour préciser un peu ce que sont notamment les altérations qualitatives des interactions, on a quelques diapos là que je vais, pour qu'on y voit un peu plus clair, si ce n'était pas le cas jusqu'à présent.
Alors, l'interaction qualitative des interactions sociales, ce n'est pas un petit truc auquel on passe à côté. C'est vraiment une difficulté à développer des relations avec ses pairs. Est-ce que tu t'intègres bien à l'école? Non, je suis tout seul dans mon coin, je joue aux billes pendant des heures, personne ne peut me parler et je n'ai pas d'amis. Je ne peux pas m'intégrer dans des jeux de groupe, éventuellement je regarde un peu, et j'ai souvent des troubles, et ça c'est un élément important, de ce qu'on appelle les jeux imaginatifs, les jeux de faire semblant. Le jeu de faire semblant typique, c'est le jeu où en fait vous prenez une petite dinette, et puis vous vous dites, tiens, je vais jouer avec ma maman à la dinette ou avec mon papa et on va s'échanger un café. Il n'y a pas de café dedans, hein. Et puis à un moment donné, vous faites semblant que c'est un café, hein, ça c'est déjà une première étape. Puis à un moment donné, vous allez le boire comme ça, et puis le papa va éventuellement le boire aussi. Et puis en buvant, ce qui n'est pas un café, hein, il va faire semblant de se brûler. Il va faire ouh, ça chauffe. Et là, l'enfant va rigoler. Vous vous rendez compte le niveau de compréhension des relations interhumaines qu'il faut avoir pour ça signifie que vous savez que vous êtes en train de faire semblant. Vous savez que la personne qui est en face de vous sait qu'elle est en train de faire semblant elle-même. Et semblant maintenant que ce soit réellement du café, et c'est ça qui vous fait rire. Donc, c'est un niveau de développement de l'empathie, de ce qu'on appelle parfois la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'autrui, qui est très important. Et bien, les autistes ne peuvent pas se mettre à la place d'autrui comme ça. Et donc, du coup, les jeux de faire semblant, les jeux imaginatifs sont extrêmement compliqués. Évidemment, il y a un manque d'intérêt pour les autres enfants. Euh, Très souvent, ça se traduit, et c'est toujours noté un peu dans les comptes rendus, par un contact oculaire de mauvaise qualité, parce que normalement, quand on se parle, on se regarde. Et on essaie de croiser le regard de l'autre. Et ce regard-là, qui est particulier, qui ne vous croise jamais, ou quand il vous croise, il est vide, un peu en quelque sorte, à l'extrême, hein, dans les cas extrêmes, eh ben, il est spécifique et on dit qu'il y a un trouble, en tout cas de l'interaction oculaire, enfin, des capacités, enfin, voilà, de l'interaction comme ça oculaire, du contact oculaire. Il y a des difficultés dans des aspects qui sont des marqueurs développementaux qu'on appelle le sourire social. Quand on vous sourit, vous souriez parce que vous trouvez que c'est normal, c'est plutôt sympathique. Si j'arrive dans une salle et que tout le monde me sourit et que je ne souris pas, on va trouver que je suis antipathique, c'est clair. Mais si anti et être antipathique en le faisant, je peux très bien avoir à ce moment-là un vrai trouble de l'empathie. En tout cas, on va retrouver ces difficultés de sourire social. Évidemment, puisque vous ne partagez pas vos émotions avec autrui, vous avez une pauvreté des expressions faciales. Il n'y a pas besoin d'aller faire des expressions faciales. Puisque d'abord, vous ne cherchez pas à les communiquer, premier aspect. Deuxièmement, à force de ces difficultés d'interaction, vous ne ressentez pas, vous n'êtes pas capable d'exprimer les émotions. Et vous avez parfois des enfants qui présentent, qui sont avec troubles du spectre de l'autisme, qui sont dans la glace et qui jouent avec leur visage à essayer de faire des sourires, à essayer de faire des têtes, parce qu'ils voient les gens faire des têtes, ils ne comprennent pas pourquoi ils le font, parce qu'ils ne ressentent pas les émotions de cette façon. Du coup, ce que je vous disais là, un manque de réciprocité socio-émotionnelle, de plaisir partagé. Au fond, ce truc tout simple qui fait qu'à un moment donné, on est ensemble pour aller regarder un film, pour aller à un spectacle ou simplement pour un dîner et qu'on est content d'être ensemble. Ça, sont perturbés. Alors évidemment, la communication en elle-même est perturbée, donc le langage est souvent perturbé, mais ça n'est pas obligatoire. Notamment, ça dépend un tout petit peu du niveau intellectuel. Le jeu de faire semblant, on l'a déjà dit. Bien sûr, ça va s'observer dans un entretien clinique par quelqu'un qui va avoir du mal à engager la conversation. C'est-à-dire, deux personnes sont là, face à face, et puis ouais, on se dit, il faut que je rompe la brasse, vous sentez le malaise, vous vous dites, il faut que je dise quelque chose. Et donc, à ce moment-là, vous exprimez quelque chose. Et donc, c'est vous qui induisez un peu la conversation. Et là, ça ne va pas se faire, évidemment. Et puis, il va y avoir des caractéristiques du langage qui peuvent peut-être éveiller votre intérêt, qui sont au fond, là, un peu comme les stéréotypes, soit des mots répétitifs, des utilisations inadaptées de mots, c'est-à-dire pas un bon mot pour le bon sens, si on peut dire, un discours qui est au fond inapproprié au contexte. Hein. Le truc classique, c'est un enterrement. Et ben tiens, si à la grande table de l'enterrement familial, je vais décider de raconter une blague. Ça pourrait le faire, mais ce n'est pas tout à fait adapté. En tout cas, ce n'est pas vraiment. Donc, le caractère restreint typé des comportements, on l'a déjà un peu vu, hein, les centres d'intérêt, les rituels, les routines, qui sont surtout non fonctionnels. C'est-à-dire
peut avoir des routines très efficaces, on a le droit d'être organisé dans la vie, hein. Mais là, par exemple, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et au contraire, complique la vie. Ça complique toujours un petit peu la vie d'avoir des routines. Mais si c'est plus efficace, si par exemple je suis plus efficace si tous mes stylos sont rangés par ordre de couleur décroissant de l'ordre alphabétique, pourquoi pas? C'est une routine qui me prend un peu de temps, mais qui en même temps me permet de gagner en efficacité. Si je fais ça, mais que ça me prend des heures et qu'il faut les reclasser dans un sens, dans un autre, dans un autre, hein, et que ça me prend 5 heures avant de faire quoi que ce soit, bah, à ce moment-là, c'est peu fonctionnel, hein. J'avais des patients, ils avaient tellement de routines pour sortir de chez eux que je ne pouvais les voir que très tard le soir. Parce que même si du matin, il leur fallait parfois 18 ou 19 heures pour sortir de chez eux. Imaginez. Alors, comment on repère ces troubles? Ça pourrait être un peu intéressant, l'idée. Le premier aspect très important en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est qu'il faut tenir compte de l'inquiétude des parents. Voyez-vous, pendant trop longtemps, et ça a la vie dure, hein, ce cliché, on a considéré que les mamans, c'est souvent les mamans, hein, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, qui viennent se plaindre, il fallait leur dire: «Mais non, ça va bien se passer, vous vous inquiétez trop, c'est parce que vous vous inquiétez qu'il ne va pas bien». Enfin, toutes ces phrases-là. Alors oui, c'est vrai, quand on s'inquiète beaucoup, ça inquiète sûrement un peu son enfant. Mais quand même, laissons au tout début, vraiment, là, comme ça, quand ça arrive, le bénéfice du doute aux parents. Ils viennent vous voir, ils s'inquiètent pour leur enfant, parfois ils en ont, alors on les écoute. Et on peut considérer quand même, avant tout, que si ça ne fonctionne pas, s'ils s'inquiètent, c'est qu'il y a une raison pour s'inquiéter. Et attention, on peut retrouver des comportements qu'on va qualifier d'inadaptés chez les parents. Il faut quand même bien penser qu'à avoir un enfant vers lequel vous allez faire des petits bisous pour ça, et qui ne répond pas aux sollicitations que vous êtes en train d'envoyer, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant, d'extrêmement perturbant. Et donc, la personne que vous voyez en face de vous, la mère qui s'inquiète, c'est aussi une mère qui a été très perturbée par le fait qu'avant d'arriver jusqu'à vous, elle a quand même sacrément essayé de mobiliser son enfant et elle n'y est pas parvenue. Et donc, elle s'inquiète beaucoup. Fait qu'il faut quand même en tenir compte aussi quand vous allez un peu l'interroger. Alors, un des signes, je ne me souviens plus si j'en parle maintenant, je vais vous le dire tout de suite, les plus pertinents de détection précoce des signes, des troubles du spectre de l'autisme, c'est aux alentours de 18 mois, rien n'est précis, hein, aux alentours de 18 mois, on doit être capable de faire un truc, vous allez bien comprendre maintenant qu'on a bien parlé de l'empathie, qui est le pointage proto-déclaratif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le pointage proto-déclaratif, c'est doigt pour chose. Parce que vous n'avez pas encore de langage et que vous voulez le partager avec quelqu'un. C'est pointage proto-déclaratif associé, proto-déclaratif, c'est-à-dire avant d'avoir du langage, pointage pointé, associé avec un trouble de l'attention conjointe. Si vous voulez solliciter quelqu'un et que vous n'avez pas de langage, vous allez un peu imager, lever le bras comme ça, le mettre derrière, lui dire: «Hey, toi, viens», et lui montrer avec votre doigt: «Regarde ça, c'est attention conjointe et pointage proto-déclaratif doivent être visuellement présents autour de 18 mois. S'ils n'y sont pas, il faut sacrément s'activer. Et il faut sacrément s'activer, parce que je spoil un peu la fin de mon topo, parce que plus on agit tôt, plus ça va marcher. Et ça marche pour de vrai. C'est-à-dire que vraiment, ça peut changer la donne, ce qui est un peu ce qu'on dit maintenant. Alors, très rapidement, qui est-ce que ça touche? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a des différences aussi entre les deux sexes? Est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons qui sont touchés? Alors, dans tous les troubles du neurodéveloppement, il y a plus de garçons que de filles qui sont touchés, très largement, 2 sur 3. Et c'est vraiment majeur. C'est toujours comme ça pour les troubles du développement. On ne sait pas trop pour quelles raisons. Parfois, on dirait que c'était lié à l'Y, mais en fait, pas du tout. Donc, bon, voilà, le développement des enfants, probablement pour des raisons hormonales, est un peu différent, probablement plus à risque, y compris précoce.
Et donc, et précoce et néonatal, parce qu'en fait, néonatal, il y a déjà des anomalies sur le plan physiologique au niveau néonatal, des anomalies de la réaction à la musique, par exemple, au son, à la prosodie natale, qui existent chez les enfants, qui développeront plus tard un trouble du spectre autistique. Donc, vraiment, c'est une vraie anomalie du neurodéveloppement. Alors, quand j'ai commencé mes études, donc j'ai dit que j'étais né en 68, hein, puisque on a parlé de... Quand j'ai commencé mes études, on disait en gros que l'autisme, c'était un ou quelques sur 1000. Aujourd'hui, on vous raconte assez facilement qu'on serait volontiers autour de 1 sur 100, voire même 2 sur 100. Et vous avez une vraie augmentation, et vous le voyez là sur la courbe, entre ce qu'on disait en 2015 et ce qu'on dit aujourd'hui, où on arrive à des chiffres beaucoup plus importants. Et même sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'il y a un endroit aux États-Unis en particulier, ils sont assez organisés, ces Américains souvent, hein, où ils font les diagnostics tout le temps de la même manière depuis plusieurs années. Et ils ont malgré tout une augmentation de la prévalence des troubles. Donc, pour quelle raison y a-t-il une augmentation des troubles? Alors, pour à peu près la moitié, enfin pour un quart, on sait parce qu'on est beaucoup plus attentif. Oui, ça c'est sûr. On les dépiste mieux en fait. On les dépiste mieux, vous tapez des cours comme ça à 20 heures, donc forcément, à la fin, vous êtes un peu meilleur, vous détectez les troubles, c'est normal, ça marche. En tout cas, si le cours est bien. Donc forcément, on détecte mieux, d'accord. Mais ça, on dit que ça joue à peu près pour un quart parce qu'on est mieux formé à la détection. Il y a une plus grande, on en parle plus dans la société, donc les gens au fond sont plus alertes sur cette question. On sait maintenant à peu près ce que c'est que l'autisme. Et donc, du coup, on va aller plus facilement consulter. Hein, on les détecte mieux, mais on va déjà. C'est déjà 2 facteurs. Ça va presque, vous voyez, de la raison pour laquelle ça augmente. Il y a quelques facteurs qui sont quand même assez aujourd'hui bien identifiés, en particulier l'âge du père, qui est d'autisme bien connu. Et avec l'évolution de la société où les papas ont des enfants de plus en plus tard, enfin voilà, et ben forcément, statistiquement, il y a plus d'enfants qui présentent des troubles de l'autisme. Il y a un certain nombre de trucs comme les perturbateurs endocriniens, un certain nombre de choses comme ça qui sont quand même très 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 pointés du doigt, les éléments alimentaires ou autres, la pollution en général. Mais bon, voilà. Et puis Donc, pour plus les papas que les mamans, donc là, pour le coup. plus les papas que les mamans, oui. C'est les vieux papas avec des jeunes mamans qui ont des enfants, par exemple, pour prendre un exemple comme ça, eh ben, vont avoir des enfants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Et pas les jeunes mamans et des jeunes papas. Enfin, en même temps, elles ont moins de chances d'avoir des enfants également, parce qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus en avoir. Et puis, pour une petite moitié, vous avez, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu mystérieux. Vous voyez, épidémie non plus, il ne faut pas exagérer, mais quand même, ça a l'air d'augmenter et on est difficilement en mesure de trouver pour quelle raison ça augmente, mais autant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, alors les détracteurs, ils disent on a augmenté les critères et compagnie, mais c'est pour ça que je vous montrais, parce que l'équipe américaine, là, sur plusieurs États, ils font les mêmes tests. Alors, quand il y a des nouveaux tests, ils font les nouveaux tests, mais ils font... Donc, ils peuvent bien comparer ce que ce serait si on faisait les mêmes tests. Oui. Et en fait, ils ont une augmentation quand même. Et ça sur une période de combien? 10-20 ans? Sur 20 ans. 20 ans. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que les mecs, manifestement, je suis désolé, ça augmente. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas. Oui, on est plus alerte, oui, 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 mais ça a l'air d'augmenter même plus que ça. Donc, bon. Alors, à quoi c'est dû? C'est le petit camembert après. C'est dû à plein de facteurs en réalité. Alors, je vous les ai tous mis là. Vous l'aurez de toute façon la diapo sur le site, je pense. Oui. Je vous ai mis ce qui était à peu près sûr. On ne va pas passer trop de temps parce que de toute façon le temps passe. Hein. J'observe avec les yeux en même temps. Mais bon, il y a plein de causes. Voilà, qui sont à la fois des causes génétiques, des causes néonatales, des très importantes et autres. Juste un petit point, la question de cause génétique. C'est une maladie génétique, comme tous les troubles du neurodéveloppement, et d'ailleurs, sans que ça change grand-chose. Le problème, c'est que vous avez des gens qui ont, par exemple, prenons l'X fragile, qui est l'anomalie génétique la plus fréquente dans l'autisme. Vous allez avoir 2 à 5%, dans le meilleur des cas, des enfants qui sont
C'est pas beaucoup. Et ça, c'est la plus forte. Hein. Mm. Par contre, vous avez jusqu'à 40% des enfants qui ont un X fragile qui ont un trouble du spectre autistique, peut-être même 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous avez cette anomalie, elle impacte très fortement votre développement et le trouble de l'autisme est très probable. Mais par contre, il y a une immense majorité, 98% des autres, qui peuvent avoir plein d'autres anomalies variées. Et par ailleurs, quand vous avez l'anomalie, vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir le trouble du spectre. Et on considère que c'est plusieurs facteurs qui interviennent et qu'en fait, c'est beaucoup de malchance. Remarquez, c'est toujours une malchance d'être malade. Ça veut dire qu'il faut avoir probablement une prédisposition génétique qui peut être plus ou moins forte. Mais en plus de ça, il faut avoir d'autres choses, des facteurs qu'on dit environnementaux, la vie. Environnementaux, il n'y a pas que les parents, hein. Enfin, ce n'est pas le sujet principal. Les facteurs environnementaux, c'est toutes les interactions qu'on a dans une journée. Depuis ce matin, si vous essayez de faire le compte de tous les stimuli qui se sont imposés à vous, les bruits, les odeurs, je ne vais pas faire comme l'autre, hein, mais les bruits, les odeurs, la lumière, les fois où on vous a touché, où vous avez touché quelque chose, tout ce que vous avez, tous les sens qui ont été en action, tout ce que vous avez pensé depuis ce matin, c'est impossible. Il y a déjà une infinité. Et ça, c'est juste ce matin. D'accord? Et tous ces stimuli, il faut bien les traiter. Quand on les traite, ça bouge des choses à l'intérieur de votre cerveau. Vous n'aurez pas le même cerveau qu'au début de ce topo, ça marche à tous les coups, ça. Que je sois bon ou mauvais, de toute façon, votre cerveau va changer. Alors, en mieux ou en moins bien, je ne sais pas. Il va changer. Et donc, du coup, évidemment, tous ces changements, eh ben, ils jouent avec les aspects génétiques, des aspects maintenant qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire autour du génome. Bref, c'est un espèce de magma de choses incroyables. Et les rencontres, la vie, les interactions, les harcèlements, les trucs, ça fait une multitude de choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa. Si vous l'avez vu, à un moment donné, dans Vice Versa, on le voit très bien, il y a des petites boules là comme ça, c'est très bien foutu, qui en fait viennent à chaque stimuli. Et on voit bien que un bisou de la maman, c'est un stimuli. Alors, il y a une petite boule rose parce que c'est plutôt agréable. Et puis, il y a le souvenir de la maman qui fait un bisou. Mais en fait, on voit bien que dans une journée, c'est des boules et des boules et des boules et des boules qui arrivent tout le temps. Et puis, évidemment, ces boules, elles façonnent leur trajet dans le cerveau, en quelque sorte. C'est ce que Jean-Paul Tassin du Collège de France appelle les bassins d'attraction. C'est-à-dire, au fond, c'est vraiment comme si on mettait des boules dans un espèce de truc dans une surface un peu meuble. Et puis, quand elle roule, évidemment, elle trace un trait. Alors, quand il y a une deuxième boule qui passe, elle appuie encore plus. S'il y a une boule qui passe à un autre endroit, elle fait des traits, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, les interactions sont multiples. Donc, à la question à quoi c'est dû, la réponse, voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à faire des diagnostics quand même? Alors, d'abord, on fait des diagnostics parce qu'on a des éléments. Y arrive. D'abord, on a des diagnostics cliniques. Alors, bon, on a les aspects cliniques en psychiatrie. La psychiatrie, c'est la discipline la plus palpitante et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, c'est probablement la discipline la plus exaltante de tout. C'est une discipline qui reste elle est essentiellement clinique. On n'a pas de biomarqueur qui soit fiable. On en aura peut-être un jour, mais on ne peut pas faire une prise de sang, faire une IRM ou faire quoi que ce soit pour dire il est autiste. Donc, c'est des éléments cliniques. Ces éléments cliniques, on va les récupérer. C'est exactement ce que je vous ai raconté des éléments cliniques. Alors, vous allez le voir, après, on utilise des échelles. Je vais vous les citer rapidement après pour pouvoir un peu objectiver notre impression clinique. C'est ce qu'on appelle les échelles psychométriques qui ont été validées sur des grandes populations avec des examinateurs très variés pour voir si c'était à peu près, si ça avait l'air de fonctionner. Mais il n'en reste pas moins que c'est avant tout un diagnostic clinique. Ce qui est très important, c'est de rechercher évidemment des pathologies associées. Alors, parmi les pathologies associées, éliminons tout de suite les pathologies génétiques. Il faut faire un examen génétique pour rechercher au moins l'X fragile et au moins faire ce qu'on appelle aujourd'hui une CGH arrêt avant de se lancer dans les puces super compliquées. Un CGH arrêt, cherchant au fond les délétions et les mieux. En fait, la CGH arrêt, c'est ni plus ni moins que un super cariotype. Ça va vous montrer les anomalies du génome et vous montrer s'il manque des trucs à un endroit ou s'il y en a plus à un autre. Hein, c'est ça. Ça ne vous donnera pas des gènes. D'autres examens, soit vous
cherchez directement l'expression génétique, vous faites du protéomique, du truc, du métabolomique, du truc mic, n'importe quel mic, à vrai dire. Soit vous faites effectivement, vous cherchez des puces à ADN beaucoup plus sophistiquées qui testent en fait tout un tas de gènes et leur fonctionnement. Ça, c'est en clair, surtout on est un peu en retard en fait sur le déploiement de tous ces trucs. Les Anglais en ont fait beaucoup plus que nous, mais bon, voilà, on va chercher comme ça des anomalies génétiques. Et ça, c'est une chose. Mais avant ça, il faut chercher quand même des troubles de la vision et de l'audition, parce que être sourd ou être malentendant, malvoyant, ça peut personne présente un comportement qui ressemble à celui d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, il faut vérifier ça. Il faut vérifier des aspects somatiques, donc d'autres maladies associées, des douleurs, des trucs, des diarrhées. Alors souvent, il y a des troubles du 50% des patients, enfin presque 60% d'ailleurs des patients ont des troubles du transit quand même. Et puis, chercher un peu plus largement, ce sera dans la diapo suivante, deux trucs qui sont très souvent associés. Un, l'épilepsie. Alors, d'une certaine manière, l'épilepsie peut mimer, si on peut dire mimer, parce qu'à un moment donné, quand vous avez des épilepsies ultra-résistantes qui donnent des troubles du spectre de l'autisme, enfin qui sont comme, c'est pas une grosse différence avec quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, mais enfin en tout cas, parfois ça se traite quand même, et mimer n'importe quelle pathologie psychiatrique. Donc, quand on a une pathologie psychiatrique, une schizophrénie, un trouble bipolaire, peut-être pas forcément une dépression, enfin des troubles comme ça et des troubles du neurodéveloppement, il faut faire un électro tout le temps, à chaque fois, dans tout le là-dessus. Le risque est plus élevé chez les filles. La fréquence peut être très importante, entre 5 et 40% des personnes avec, là c'est écrit TED, parce que c'est des vieilles diapos, mais avec un trouble du spectre de l'autisme. C'est vraiment important. C'est beaucoup d'enfants. D'accord. Ouais, Quand on est petit, à l'adolescence. c'est un diagnostic différentiel quand même de l'autisme. Ou c'est C'est un associé? diagnostic, c'est un diagnostic associé parce que vous avez des gens qui ont réellement un trouble du spectre autistique, même en ayant leur épilepsie traitée. D'accord. Le majeur serait, au fond, les gens qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville, qui donne beaucoup de troubles épileptiques. Donc, il y a vraiment une épilepsie qui est très difficile à équilibrer. Elle est très difficile à équilibrer. Parfois, on met 2, 3, 4, 5 ans à équilibrer. Et en fait, la durée de vie de l'épilepsie est un facteur, ce n'est pas le seul, est un facteur pronostic de l'évolution des troubles du spectre autistique. Donc, si vous avez 3-4 ans pour l'équilibrer, en fait, vous avez plus de chances que le trouble du spectre autistique soit vraiment. Donc, oui, c'est associé, soit peut-être que c'est primaire et que ça donne quelque chose de secondaire. Bon, après, c'est une discussion épistémologique complexe, parce qu'en fait, tous les cas sont possibles. En tout cas, il y a une vraie association. Et puis, ce que j'ai appelé ici retard mental, vous m'en excuserez, j'espère, sinon je vais me faire dégommer, qui s'appelle désormais trouble du développement intellectuel, le TDI, et qui avant s'appelait trouble déficit intellectuel. Et retard mental, ça s'appelait quasiment quand je n'étais pas né. Donc, c'est pas bien que ce soit écrit comme ça. La déficience visuelle, j'ai déjà dit. Alors, les troubles du sommeil, ultra fréquents dans les troubles du spectre de l'autisme. C'est vraiment quelque chose à rechercher, d'autant plus que c'est un truc qui a un impact familial qui est colossal. Quand votre enfant ne dort pas, si en plus il présente un trouble du spectre de l'autisme, c'est particulièrement compliqué. Et évidemment, les troubles psychiatriques, il faut rechercher l'anxiété, parce que, je vous le dis tout de suite, il n'existe pas de traitement médicamenteux pour les troubles du spectre de l'autisme, aucun, mais il existe des traitements médicamenteux pour les symptômes associés. Pour l'épilepsie, il existe pour les troubles du sommeil, il peut exister évidemment pour la dépression, pour les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour l'anxiété, pour le TOC, parce que pour ce qu'on appellerait à ce moment-là plutôt des symptômes obsessionnels compulsifs plutôt qu'un TOC, mais en tout cas, voilà, on peut regarder. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait pas mal d'échelles et de grilles pour évaluer. Vous allez nous en donner quelques-unes, j'imagine. Alors, on en a un paquet, et c'est peut-être la partie sur laquelle je peux essayer d'aller un peu plus vite, mais comme ça, vous les aurez. On a des échelles. Alors, la plus simple à connaître pour vous, c'est justement la CARS, la Childhood Autism Rating Scale, qui a été développée dans les années 80 par un type qui est Schopler, qui a énormément travaillé dans l'autisme, de prise en charge qui sont super efficaces, enfin, en tout cas assez comportementales. C'est une échelle qu'on peut passer assez facilement, même quand on ne connaît pas vraiment les troubles du spectre de l'autisme, et qui peut quand même permettre. Alors, elle n'est pas faite pour faire un diagnostic,
je le dis tout de suite, mais elle permet d'évaluer la sévérité de l'autisme. Mais tout de même, si on utilise la CARS et qu'on n'est pas vraiment comme un système de détection, elle peut quand même permettre de voir si vraiment la personne est autiste. Il y a d'ailleurs des seuils pour le savoir, c'est la diapo suivante. Et donc, vraiment, elle est pas mal. C'est assez rapide à passer. Il y a marqué 20 à 50 minutes, mais c'est très exagéré. En un quart d'heure, 20 minutes, quand on l'a fait passer quelques fois, on peut voir. Et il y a les réponses du corps. C'est fait vraiment pour les petits, hein. C'est-à-dire pour ceux même qui n'ont pas de langage. Donc, c'est des questions qu'on peut facilement poser. Et c'est vrai que même un médecin généraliste qui n'est pas du tout spécialisé dans la question des troubles du spectre de l'autisme peut avoir cette échelle à disposition dans son cabinet et l'utiliser. Beaucoup plus spécifique, et c'est là encore les diapos suivantes, c'est l'ADI, qui est l'Autisme Diagnostic Interview Revised. Alors, c'est tout simple. Celle-là, c'est la version révisée, mais qui date quand même de 94, donc elle est révisée, mais depuis un bon bout de temps. C'est la manière, c'est le gold standard pour faire le diagnostic de troubles du spectre de l'autisme. C'est-à-dire que c'est des parents ou des tuteurs, enfin des gens qui s'en sont occupés. On va poser des questions qui vont correspondre à la fois au comportement avant 3 ans et au comportement maintenant. Les questions sont ultra subtiles. Et on demande si, par exemple, il apporte du réconfort, machin. Il y a énormément de questions à des moments. Est-ce qu'il jouait avec les autres? Est-ce que beaucoup de questions sur les interactions. Après, on va pouvoir, en fait, à la fois faire le diagnostic. Il y a des seuils. C'est ce qui est utilisé dans les centres ressources autisme. On fait systématiquement des ADI. Il y a des seuils qui permettent de dire, bon, bah, écoutez, il code sur tous les seuils, sur des interactions, de la communication, des intérêts restreints, des comportements répétitifs. Les parents se sont inquiétés précocement, il y a un retard de langage, enfin, il y a plusieurs comme ça critères. Il y a un algorithme en fait qui vous permet de coter et à la fin vous avez des chiffres et le seuil vous dira bon écoutez là oui il est certainement autiste ou alors bon il y a peut-être un doute ou alors il ne l'est pas. C'est la clinique, donc c'est une aide malgré tout, mais c'est quand même aujourd'hui ce qui est considéré comme le gold standard pour faire l'autisme. Le gold standard c'est l'ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule, qui est un peu différente là, parce qu'en fait, c'est un truc d'observation avec l'enfant. Elle a dit c'était sans l'enfant, ce qui est paradoxal quand on regarde bien. Et la DOS, c'est avec l'enfant, c'est des situations de jeu. Alors, il y en a plusieurs de types, hein. Il y en a pour il y a la DOS 1, 2, 3 et 4. La 4, c'est pour les adultes, par exemple. Vachement bien fait, la DOS pour adultes. Je vous encourage à aller voir sur Internet, ça peut se trouver, hein. Une petite vidéo là-dessus. C'est fait de manière extrêmement maligne. De jeux un peu stéréotypés, qui ont été bien évalués. On joue avec l'enfant. En général, c'est filmé, mais bon, quand les gens sont expérimentés, ce n'est pas absolument obligatoire. Et puis, on cote à peu près ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, la façon dont il fait. Il y a beaucoup de jeux d'échange. Vous voyez l'image, même si c'est petit pour vous sur un écran, puisque c'est petit sur le mien, donc j'imagine que vous avez le même genre d'écran. Il y a des petites... de faire semblant, il y a des trucs habituels de l'enfant, on va voir un peu comment il joue, avec des consignes, vous savez ce que vous devez lui demander, vous savez ce que vous devez observer, vous cotez, et à la fin de la cotation, ça vous permet d'avoir quand même plutôt plus un degré de sévérité qu'un diagnostic, même si elle est validée pour le diagnostic. Et puis ensuite, vous avez toutes sortes d'échelles qui sont alors là beaucoup plus spécialisées, et ça n'a vraiment pas tellement d'important. Une batterie d'évaluation cognitive, j'avais vite une batterie, des trucs de développement. Alors, c'est intéressant juste de connaître le PEP, peut-être, qui est une manière d'évaluer le développement des enfants quand ils n'ont pas encore d'âge totalement scolaire. Quand ils ont l'âge scolaire, on fait un WISC, qui est un test de Wechsler pour enfants. Et quand ils ont plus de 18 ans, on fait une VICE, qui est le test de Wechsler pour adultes. Et c'est ça, le QI, quand il y a des émissions, le QI, machin. Le QI, ça peut donner l'objet d'un cours. La Vineland étant une échelle d'autonomie et qu'on utilise assez souvent. Je passe le PEP3, la BEX, machin, je reviens. Alors, quelles sont les interventions et les prises en charge dans les... Les prendre en charge, finalement, tous ces enfants. C'est intéressant. Et oui, à un moment donné, il faut quand même essayer de s'en occuper un peu. On peut. Et on peut le faire. Alors, comme on n'a quand même plus beaucoup de temps, ce que j'observe, je sais pas, non, on a encore combien de temps? On a encore 5 minutes. 10 minutes, allez.
Alors d'abord, les méthodes de prise en charge de l'autisme, notées comme elles appartiennent à un référentiel de la HAS. Alors, bon, c'est un sujet délicat, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que c'est mieux dans l'autisme comme dans le reste d'utiliser un peu ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Oui, oui. Et dans l'autisme, plus que dans les autres, parce que, bon, alors c'est compliqué parce que basé sur les preuves, ça, il y a des trucs qui font leurs preuves. Dans ces preuves, que ce soit ensuite dans une recommandation de la HAS, il se passe du temps. Alors entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans l'autisme, on est extrêmement prudent. On fait vraiment des trucs qui sont basés sur les preuves. En gros, le grand principe de la prise en charge, c'est on va aller à l'image qui est à la suite précoce les enjeux, où il y a le petit garçon et la petite fille en noir derrière. Le Ah, petit garçon. voilà. Juste voilà. Le grand principe, le grand principe, c'est l'engagement, c'est de générer de l'engagement de l'enfant grâce à la réciprocité des parents. Et c'est pour ça que c'est une boucle, parce que l'enfant se synchronise à ce que propose la mère, et la mère, de manière réciproque, se synchronise également elle aussi, et ça fait une espèce de boucle. En gros, elle fait un sourire, l'autre il fait un sourire, ah, et, du coup, puisqu'elle a fait un sourire, j'en refais un, et ainsi de suite, et c'est comme ça. Cette espèce de, ça s'appelle des thérapies d'échange et de développement, en fait. De la prise en charge moderne, c'est la thérapie d'échange. Elle est basée sur une vie sociale et extrêmement précoce, d'accord. Et donc, et ça c'est vraiment important parce que vous voyez par exemple la trajectoire dans tous les troubles, enfin, dans le développement, on va dire à peu près normal, l'engagement social, il part d'un niveau un peu comme ça, et puis il va augmenter avec le temps. C'est-à-dire que la capacité d'engagement social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement de l'empathie, patata patata, elle va devenir de plus en plus grande avec le temps. Dans l'autisme, elle s'effondre après la naissance. Elle s'effondre. Part pas de si bas, d'une certaine façon, c'est-à-dire elle part d'un seuil, on estime à peu près attendu, et puis en fait elle va s'effondrer, c'est-à-dire que il n'y a rien, l'enfant est là, bon, il a l'air d'aller à peu près, et en fait les capacités d'engagement il va en avoir un petit peu, puis pouf, 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 ça va s'écraser progressivement. On ne pourrait pas faire un diagnostic immédiatement à la naissance, figurez-vous, parce qu'en fait ça a l'air de fonctionner un peu, puis il va avoir une chute comme ça massive de ses capacités d'interaction. Et donc, en fait, l'idée générale, elle est de s'appuyer au maximum et le plus précocement possible sur les quelques capacités qu'il a encore. Parce qu'en fait, c'est comme si, pensez à l'amblyopie. Vous avez un enfant, par exemple, qui a un œil qui fonctionne un tout petit peu quand même, vous voyez. Sauf qu'il fonctionne un tout petit peu, il y en a un autre qui fonctionne très bien. Donc, du coup, comme l'œil qui fonctionne un tout petit peu, il ne va pas l'utiliser. Au début, il l'utilise un peu, puis il s'aperçoit qui arrive dans cet œil-là que dans l'autre. Du coup, il utilise essentiellement l'autre et il n'utilise plus l'œil qui ne marche pas. Comme il ne marche pas, le nerf optique derrière ne va pas se développer puisqu'il ne l'utilise pas. Et donc, résultat, c'est foutu. À Ça 4 voudrait, ans, ça pardon, voudrait qu'il faudrait être diagnostiqué à la naissance. il faudrait. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le diagnostiquer à la Ah oui. naissance. Oui, on peut imaginer que. Et en fait, on a plusieurs études qui montrent qu'il y a même des catégories de patients qui, quand on est vraiment très, très actif, et ben, en fin de compte, c'est des super répondeurs. Eux, ils récupèrent énormément de leur capacité. Donc, je trouve que l'image de l'amblyopie, que j'ai un peu échangé avec ma camarade Frédéric Bonnet-Brio, qui s'occupe du centre d'excellence de Tours et que j'aime beaucoup, qui est bien plus que moi, hein, est une bonne image. Parce qu'en fait, tout n'est pas perdu, tout n'est pas cassé, quoi. Mais simplement, vous voyez, comme ça ne marche pas, comme il n'y aura pas cette espèce de truc de réciprocité, de machin, que ça ne va pas venir, ça ne va pas déclencher, bah, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas y avoir ce besoin d'engagement pour soutenir, et le truc va s'effondrer un peu. Donc, en quelque sorte, c'est que l'intervention précoce est une urgence. De me dire que, bon, je pense que c'est très important de soigner plein de gens et de les mettre en réa, tout ça, mais c'est de la réa qu'il faut leur faire. Et il y a un facteur temps qui intervient de façon majeure. Et c'est une perte de. Oui. Alors Donc, aujourd'hui,
y a un âge, enfin, il y a un âge où c'est encore plastique suffisamment, si on dit qu'on n'arrive pas à diagnostiquer la naissance, est-ce qu'il y a un âge comme ça Oui, critique? alors on n'a pas stratifié à ce point, mais enfin, en tout cas, dans les 3 premières années, il faut intervenir. Donc c'est vraiment bien d'intervenir entre 18 mois et 3 ans, entre 12 mois et 3 ans Alors je dis ça parce qu'on est à 6 mois, parce qu'il n'y a pas de signe encore. Il n'y Mmh. a pas de signe parce que c'est un peu logique. Parce que déjà, quand on est petit, on n'a pas de capacité vraiment d'empathie, vous voyez ce que je veux dire? Donc on a un peu de capacité d'engagement, mais pas beaucoup de capacité d'empathie. Ça laisse entendre qu'au fond, il s'engage un peu, l'autiste, mais il n'a pas beaucoup de capacité d'empathie. Euh, Mmh. Mais bon, Oui. il s'engage quand même. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'engage. Comme lui, il ressent rien du tout, ben, l'engagement va s'étioler. Et donc, Mmh. effondrement du truc. Mmh. Voilà. Je vous le fais de manière un peu imagée, 20h58, hein, c'est un petit peu comme ça. Alors, sur la diapo, vous avez marqué Pédiatrix, qui est un gros journal de pédiatrie. Eh ben, c'est ce que je vous racontais sur les gens qui peuvent ce qu'on appelle les bloomers qui peuvent s'améliorer le plus rapidement possible. Et on voit en fait que les trajectoires sociales peuvent être très différentes. Mais comme il y a une très large hétérogénéité, ça veut dire que c'est pas joué d'avance. Et s'il est bon au départ, le fonctionnement social, bien sûr, il s'améliore plus. Et l'amélioration a majoritairement lieu dans les 6 premières années. Majoritairement. Mais quand même beaucoup dans les 3 premières années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits, à l'adolescence ou à l'âge adulte, en fait? Malheureusement, oui. Mmh. Les adultes n'ont pratiquement pas été diagnostiqués et en fait, c'est un vrai enjeu sociétal que de diagnostiquer les adultes, au moins pour le savoir, alors pour récupérer ce qu'on peut récupérer, mais c'est quand même un vrai enjeu. Vous trouverez assez facilement dans les autres diapos, je n'ai pas besoin, au-delà des thérapies d'échange et de développement, les programmes plus classiques que sont les programmes, disons, d'analyse appliquée du comportement, qui sont basés sur des choses où, en fin de compte, on fait ça répétition de choses à quelqu'un. Hein. Vous lui faire faire. Quand ça marche bien, vous lui donnez un petit bon bec. Enfin, maintenant, on ne donne plus de bonbons, mais enfin, vous lui donnez une petite récompense. Et puis, quand ça ne marche pas, vous le grondez un peu. Et en fait, évidemment, en faisant ça de manière extrêmement répétitive, ça paraît un peu conditionnant, mais ça l'est, hein, vous espérez aussi rattraper un petit peu. C'est un peu le même principe, mais sur un plan extrêmement comportemental. Mais c'est vraiment Alors, mais ça paraît comme ça, juste aller, c'est interagir un peu. Alors en pratique, bah, c'est travailler avec les parents. Maintenant, on fait ça, on s'aide de la vidéo. L'intelligence artificielle va pouvoir considérablement aider parce que vous pourrez vous filmer chez vous, faire un peu des trucs, et puis votre smartphone vous dira, bah, attendez, vous voyez, là, dans cette scène-là, par exemple, vous ne le regardiez pas, là, vous auriez peut-être dû faire comme si, vous auriez peut-être... Vous faites mal. Ça veut dire qu'avec cet enfant-là, il faut faire terriblement attention, et donc vous avez l'aide d'une machine pour le faire, par exemple. Faire des progrès. et justement, on parle beaucoup d'interaction des enfants avec les moyens vidéo là. Est-ce qu'il y a aussi ils ont une plus de facilité à interagir avec des jeux sérieux, des choses comme ça? Oui, pour les serious games, il y a pas mal d'échanges comme ça. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est toujours un peu d'utiliser un problème. Ils sont un peu enfermés dans leur monde, alors ils sont enfermés dans le jeu vidéo et dans le truc, pour au moins leur faire un certain nombre, pour utiliser ce avec lequel ils sont bien concentrés dedans, pour qu'ils apprennent un certain nombre de choses. C'est pour ça que ça s'appelle des serious games. Alors, ça marche bien, mais bon, ça a des limites qu'ils ne peuvent pas non plus passer écrans. Et puis, bon, ils sont pas complètement, ils sont pas idiots. Hein. Ils voient quand même bien quand on essaie de leur faire apprendre au milieu d'un jeu. C'est clair. C'est-à-dire que ça a quand même un peu de limite. Vous voyez, je ne sais pas si quand vous avez des enfants, faire un jeu, c'est à propos d'une table de multiplication, c'est un homme de Cro-Magnon avec... c'est quand même moins drôle qu'un jeu sans table de multiplication. Hein. Il faut être un peu objectif. Mais bon, c'est sûr que la technique pourra nous aider beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de gens pour s'occuper de tous ces individus quand même avec autisme. Et donc, il faut absolument pouvoir... Et si on pouvait s'appuyer sur les aspects techniques, mais ça, c'est mon côté geek. Euh, donc, voilà. Voilà, donc ensuite, bon, bah, l'insertion, elle doit être travaillée sur un plan scolaire, sur un plan social. Sur un plan social. Ça, c'est Donc un ça, élément quand même important. Le modèle de Denver, c'est pareil, hein, d'échanger de développement. C'est le donc c'est un modèle. peu pratique là, vous m'aviez dit que vous aviez quelques éléments clés à retenir, en fin d'intervention. Donc ces éléments un peu pratiques, vous diriez donc quoi là?
Moi, j'en ai assez simple, hein. Les éléments pratiques de fin, c'est 18 mois, attention, conjointe, pointage, proto-déclaratif. D'accord. Ça, je dirais, retenu qu'une seule chose de ces 59 minutes. Moi, ça me suffit. Je trouve que c'est bon. Deuxièmement, c'est une maladie génétique, mais elle est vraiment multifactorielle. Le développement à quand même, enfin, se le dire, parce qu'à un moment donné, c'est quand même le développement, c'est des millions d'interactions entre vos gènes, entre vous et l'environnement et compagnie. Donc, du coup, c'est vraiment beaucoup d'aspects. Et puis ensuite, voilà, c'est peut-être les 2 points. La prise en charge le plus précoce, c'est une urgence. Une urgence. Et ça veut dire aussi qu'on doit apprendre aux parents à faire aussi. Tout à fait. Tout à fait. Il faut Très effectivement. C'est l'éducation parentale. C'est ça, les thérapies d'échange et de développement. C'est aussi, ça se passe qu'avec les. De le faire avec, hors des parents, il faut le faire avec les parents. Le programme PACT, c'est égal, PACT, c'est un programme vachement intéressant parce que parce qu'effectivement, c'est travailler avec les parents en situation écologique, c'est-à-dire chez eux. Donc, c'est vraiment pas mal. D'accord. Alors, il y avait juste une dernière, il y a quand même une question qui a été posée, donc on va conclure, on va peut-être y répondre. Une question qui vous demandait votre avis sur la méthode MChat. Bah, le MChat, c'est pas tant une méthode qu'une échelle. Et donc, c'est une échelle qui a été développée par Simon Baron-Cohen, qui est basée. Alors, elle est très basée sur la question de la théorie de l'esprit, que je n'ai pas complètement développée ici, qui est l'idée que les autistes, ils ont une difficulté à penser les états mentaux d'autrui. Et donc, dans le MChat, il y a énormément de questions qui sont. Alors, pendant un temps, c'est une échelle qui permet de détecter très précocement. Avant tout, c'est une échelle. Donc, oui, elle est bien. On l'utilise moins aujourd'hui parce qu'elle est très orientée sur les aspects d'empathie cognitive, mais pas que, alors que d'autres échelles sont plus larges et donnent un peu plus d'importance à un élément qui aujourd'hui nous a paru quand même beaucoup plus, enfin, qui a pris plus de poids avec le temps, qui sont les aspects de le profil sensoriel. C'est-à-dire que entre le moment où a été développé le MChat, quand ça a été très à la mode dans les années 2000, et aujourd'hui, la question des troubles de la sensorialité est devenue importante dans l'autisme. Et au fond, elle est devenue vachement discriminante pour faire le diagnostic. Elle manque dans le MChat. Donc, du coup, on l'utilise un peu moins. C'est une échelle très bien. Et une dernière question avant de conclure. Les enfants qui sont autistes, évidemment, ils peuvent être scolarisés dans une école classique? Ou est-ce que c'est recommandé ou pas? Alors, c'est recommandé, c'est même. Ils doivent être scolarisés dans une école classique. Charge à l'école de trouver les moyens de s'adapter. Ça peut être éventuellement une auxiliaire de vie scolaire, une AVSE, bien sûr. Parfois, malheureusement, ça n'est pas possible parce que leur comportement peut être, parce que mais le comportement peut être parfois agressif envers eux-mêmes ou envers les autres, de manière un peu sans qu'on puisse le comprendre, à certains aspects éducatifs. À ce moment-là, il vaut mieux peut-être, ou alors il y a un retard de développement intellectuel trop important. Donc, il faut des méthodes d'enseignement beaucoup plus adaptées et un lieu pour l'enseignement plus adapté. Et à ce moment-là, il vaut mieux qu'ils aillent éventuellement soit dans une classe spéciale pour autistes, par exemple, les CLIS surtout à cet âge-là, donc qui peuvent être éventuellement une bonne option. Et si vraiment voilà, les difficultés sont très importantes, il reste les structures beaucoup plus tournées autour du handicap. Les apprentissages sont plus difficiles à mettre en place. Donc il y a quand même un gradient. Tout le monde ne peut pas aller en classe conventionnelle. Alors c'est dur, hein, parce que quand votre enfant va plus dans une classe conventionnelle, ça signifie, c'est marqué, c'est écrit que effectivement il a un problème dans son développement. Et avoir un enfant qui a un problème dans son développement, c'est avoir un enfant malade, déjà c'est affreux. Avoir un enfant malade d'une maladie du développement, c'est à mon avis doublement affreux. Je pense que c'est pire que s'il avait un cancer. Et donc du coup, c'est tellement affreux
aussi. Les gens ne sont pas toujours d'accord. Ils ont sûrement raison de ne pas être d'accord. Et puis en même temps, c'est bien pour leur enfant. Il faut du temps. Il ne faut jamais se précipiter. Moi, je suis très dans le. Je ne sais pas si je suis sympathique, mais enfin, en tout cas, j'essaie d'avoir d'empathie ouvert vis-à-vis des parents, parce que je pense qu'ils vivent quelque chose qui est abominablement difficile. Ils font comme ils peuvent, et dans l'ensemble, ils font pas mal quand même. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette petite heure légèrement dépassée, mais ça fait rien. Je pense que l'intérêt du sujet justifiait ça. Donc, on vous remercie donc vraiment, Olivier. Puis on va dire à tous ceux qui ont participé, merci aussi d'être là, parce que vous êtes 20 à nous écouter, c'est bien. Depuis tout à l'heure, le chiffre a augmenté. Sachez que si vous voulez nous réentendre, eh bien, ce sera disponible en replay d'ici quelques temps. Et pour ceux qui sont inscrits et qui ne sont pas là, ben, ce sera rapidement parce qu'ils vont recevoir un mail pour les inciter à écouter notre webinaire. Il sera disponible sur le site de la prévention médicale sous peu. Et donc, on vous dit merci, puis on espère peut-être à une autre fois sur un autre sujet. Impeccable. Bon, bah, je vous dis merci beaucoup, et puis merci beaucoup. Plaisir. Alors, à bientôt à tous. Et pour le prochain webinaire, ce sera en décembre sur les problématiques des consultations à distance, si ça vous intéresse. Le live, du coup. Au revoir. Au revoir.